l'émission. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de Dites-nous un peu, une émission qui vous parle de la santé. Nous essayons de parler de plusieurs maladies pour essayer de vous prévenir, question de vous montrer les causes et les causes des conséquences ainsi que savoir comment vivre avec cette maladie. Je dis merci à l'ingénieur Tibanda en train d'assurer de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à vous tous que nous suivez. Vous nous suivez depuis vos maisons, vous nous suivez depuis vos bureaux. C'est un week-end, mais il y a certaines personnes qui travaillent. Alors, sans plus tarder, je veux devoir déjà prendre le docteur Yves avec qui je suis sur ces plateaux. Je dis bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans ces nouveaux numéros de Dites-nous, docteur. Bonjour madame. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une maladie, nous allons parler de la drépanocytose, une maladie, certainement vous l'aviez entendu, il y a certaines personnes d'ailleurs qui souffrent même de cette maladie sans savoir le cause, sans savoir c'est quoi d'abord la drépanocytose. Il y a également plusieurs jeunes filles, jeunes hommes en train de faire la médecine qui ne maîtrisent pas bien le monde de la médecine. Alors aujourd'hui, docteur Yves Tibanda va essayer de nous parler, de nous éduquer, si je peux le dire ainsi, sur cette maladie. Docteur Yves, c'est quoi la drépanocytose? Ok. La drépanocytose est une maladie héréditaire ou génétique de l'hémoglobine. Okay. En fait, l'hémoglobine, c'est un pigment ou une molécule que l'on a dans nos globules rouges, qui nous sert de transporter l'oxygène et le CO2 dans notre organisme. Alors, cette maladie, la cause, bon, en fait, vous avez parlé d'abord de la définition, je préfère d'abord terminer avec la définition et puis pour voir comment parler de la cause. Alors, tout à l'heure, vous avez dit ça vient de l'oxygène et de la C. Oui, au fait, la drépanocytose en soi, c'est, comme je le disais, c'est une maladie qui atteint l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est un pigment qui est dans le globule rouge. Le globule rouge qui est l'un des éléments essentiels de notre sang. Parce que dans le sang, nous avons les globules rouges, nous avons les globules blancs et nous avons les plaquettes. Alors, quand on parle de la drépanocytose, on voit plus les globules rouges. Les globules rouges qui ont les pathologies des globules rouges, on a plusieurs types de pathologies. On a les hémoglobinopathies où nous allons parler plus de la drépanocytose. Alors, la cause de la drépanocytose, comme je le disais, c'est une maladie qui est génétique. C'est-à-dire, au niveau de l'hémoglobine, nous avons 4 chaînes. Nous avons deux chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Alors, là, nous revenons en mathématiques, parce que vous parlez d'alpha et de bêta. C'est ça. Bon, en fait, la médecine, c'est la biochimie, la médecine, c'est les mathématiques. C'est pourquoi un médecin, docteur en latin veut dire doctus. Doctus veut dire savant. Donc un médecin, c'est un savant. Voilà. Donc un médecin doit connaître les mathématiques,
un peu de chimie, la géographie, parce que la géographie aussi, il y a certaines maladies qui sont purement fréquentes dans certaines contrées et non pas dans d'autres. C'est ainsi que c'est important quand même qu'un médecin aussi connaisse un peu de géographie. Alors, docteur, vous étiez en train de nous parler de causes. Oui, je parlais des causes. Donc, la cause, c'est dû au niveau de l'hémoglobine. Nous avons 4 chaînes. Nous avons 2 chaînes bêta et 2 chaînes alpha. Voilà. Alors, la drépanocytose, elle est plus sur la chaîne bêta. Sur la chaîne bêta, nous avons des chaînes d'ADN là-bas où on a une permutation au niveau des acides aminés. Au niveau de la 6e acide aminé, nous avons une permutation. C'est-à-dire, nous avons normalement l'acide glutamique qui est remplacé par la valine. Donc ça, c'est génétique, en fait. Alors, comme il y a cette modification, comme il y a cette permutation, ça va modifier toute la conformité de cette chaîne bêta-là. Alors, c'est ce qui fait qu'il y ait des troubles, il y a les différents signes cliniques qui vont s'en suivre, qui vont permettre, parce que quand il y a cette modification, même l'hémoglobine va changer aussi sa conformité. Voilà. Docteur, s'il vous plaît, avant que vous ne puissiez continuer avec le cours, j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer d'abord c'est quoi l'acide aminé, puisque vous venez de le dire tout à l'heure, pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre la matière. Au fait, les acides aminés, ce sont des constituants, ce sont des molécules que l'on a dans notre organisme tous. Tout être vivant animal a des acides aminés qui permettent que l'organisme fasse le métabolisme correctement, donc fonctionne correctement. Donc ça nécessite les acides aminés. Voilà. Alors comme il y a cette permutation de ces acides aminés, on en a, je crois, 20 acides aminés, comme on a cette modification-là, donc la permutation, on a au niveau de la 6e position, normalement on a l'acide glutamique, mais cet acide glutamique est remplacé par la valine. Donc comme il y a eu cette permutation-là, ça va même modifier la conformité de toute cette chaîne bêta. Alors, ça va détruire l'acide aminé, ça va détruire l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est un pigment qui nous permet, comme je disais, de transporter l'oxygène et le CO2. Alors, du fait qu'il y a cette modification, l'hémoglobine, normalement, dans nos globules rouges, donc quand il y a cette modification de cette hémoglobine, ça va même détruire, ça va même permuter le globule rouge. Le globule rouge de notre sang. Normalement, le globule rouge dans le sang, dans nos veines ou dans nos capillaires, il n'y va pas, il est malléable. Il est malléable de telle enseigne que une fois que le globule rouge dans les veines, il va, comme on le dit à la queue leu, l'un après l'autre. Ils ne vont jamais côte à côte. Voilà. Ce qui fait que, comme ils sont à la queue leu, ils se suivent, ce qui fait que même nos veines ou nos vaisseaux sanguins n'ont pas le même diamètre partout dans le corps humain. Donc, au niveau peut-être des pieds, on arrive au niveau des mains, c'est différent. Mais le globule rouge, tellement que, comme il y a de l'oxygène, il est malléable. Ce qui fait que dès qu'il arrive à un niveau où le vaisseau sanguin a un diamètre un peu réduit par rapport au globule rouge, il peut facilement s'adapter et passer. Alors, ce qui fait que chez les drépanocytaires, comme il y a cette modification-là, le globule rouge va perdre même sa malléabilité. Et c'est ce qui fait qu'il peut être détruit avant. Et quand il est détruit avant, on a les anémies qui surviennent. On a l'ictère qui survient, l'ictère qu'on appelle communément la jaunisse. Voilà, parce que quand il s'est détruit, il va libérer de la bilirubine, et l'aime la bilirubine, et puis ça va donner une coloration jaunâtre qu'on appelle communément, il a la jaunisse. Vous voyez certaines personnes, si vous voyez même dans la clinique des drépanocytaires, ils ont des yeux qui sont jaunes. Voilà, donc on parlera de la clinique, en passant à la clinique de la drépanocytose. Vous voyez, il y a les drépanocytaires, ils ont une clinique qui est faite, normalement ils ont une hémoglobine vraiment trop bas. Oui, parce que du fait que cette hémoglobine-là n'est pas de bonne qualité, il s'est détruit avant. Normalement, les globules rouges dans notre corps, ils ont une durée de 120 jours.
Ah, donc il faut après 120, après 120 jours, normalement chez les êtres qui sont normaux. Okay. Après 120 jours, ils meurent et c'est un cycle. Donc ça s'est reproduit. Ça se reproduit, ça se régénère, comme il faut le dire. Et il y a une régénérescence. Après 120 jours, ça se régénère. Après 120 jours, c'est vraiment un cycle. Ah, donc la drépanocytose, j'y arrive, se déclenche au moment où il n'y a plus la reproduction de ces globules rouges. Oui, au fait, également. La drépanocytose, normalement, quand on est... Pour être drépanocytaire, c'est-à-dire, nous devons avoir un parent, le papa qui est soit SS, soit qui est AS, ou soit les deux parents sont SS, sont AS, et ils vont donner un SS. Donc quand on regarde le tableau de Mendel, on a 25%. Quand on a un parent qui est AS, la maman AS, le papa AS, ils vont sortir 25% de SS. Donc la probabilité d'avoir un enfant sur 4 SS est vraiment correcte. Alors, quand il y a l'union d'un parent AS et d'une maman AS, ils vont former un SS. Voilà. Alors, quand ils forment un SS, dans le sein maternel, quand il y a la maman est enceinte, disons, quand la maman est enceinte, donc les signes ne se manifestent pas chez le fœtus. Il faut attendre que l'enfant naisse 4 mois après. Là, maintenant, il y aura les signes qui vont commencer à se manifester. Pourquoi 4 mois? Parce que l'enfant a ce qu'on appelle l'hémoglobine fétale. L'hémoglobine fétale, dans l'hémoglobine fétale, il n'y a pas sur les 4 chaînes que je vous ai données là, la chaîne alpha et bêta, mais chez le fœtus, il n'y a pas cette chaîne bêta là. C'est quand l'enfant a 4 ans que c'est là. 4 mois. Et 4 mois oui, déjà. 4 mois. Quand l'enfant atteint 4 mois, là il y aura épuisement total de cette hémoglobine fétale et maintenant l'enfant va acquérir l'hémoglobine qu'il a eue de ses parents. Voilà. Et c'est maintenant que les signes vont commencer à se manifester. Vous allez voir, vous mettez l'enfant que vous avez mis au monde, commence à avoir les mains qui gonflent, les pieds qui gonflent, et il est apathique. Vous allez voir ce genre de signes. Et directement, ce sont des signes qui vont vous pousser à aller consulter un médecin. Et il va diagnostiquer. Bon, il y a différentes méthodes à diagnostiquer. Souvent, dans les hôpitaux corrects, il y a des tests qu'on fait, des tests post-natal. Donc, quand l'enfant naît, on peut faire le test de Guthrie. Le test de Guthrie, c'est un test où l'on va prélever du sang du bébé, de l'enfant au talon. Ce test-là permet de diagnostiquer plus ou moins 5 maladies génétiques, notamment la drépanocytose, la phénylcétonurie, la mucoviscidose. Donc il y a certaines maladies qui se diagnostiquent directement juste après la naissance. Mais docteur, vous venez de donner les symptômes pour découvrir qu'un enfant souffre déjà de cette maladie. Mais chez les adultes, comment ça s'est fait? Comment ça se déclenche en fait? Oui, chez les adultes, ça se déclenche comment? Parce que vous allez voir que il y a d'abord l'adulte qui a un faciès qu'on appelle un faciès asiatoïde. C'est-à-dire vous avez l'espace entre les orbites là-bas est un peu large que normal. Vous voyez l'espace entre les orbites. Les orbites, ce sont les yeux. Vous voyez les yeux là-bas. Cet espace qui est entre les yeux là-bas, il est un peu large que normal. Voilà. Et puis il a des yeux qui sont trop jaunes, qu'on appelle des yeux ictériques. Voilà. Il a les lèvres qui sont trop pâles. Sa croissance n'est pas correcte. Vous pouvez voir quelqu'un, il a peut-être 20 ans, mais on dirait un gamin de 7 ans ou de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une inadéquation au niveau de sa croissance. Donc, son âge et son poids vraiment ne correspondent pas. Voilà. Il est tout le temps anémique. Il perd du sang. Et quand il perd du sang, c'est pas qu'il perd du sang parce qu'il a une hémorragie. Non. Il perd du sang parce qu'il y a cette destruction. Les globules rouges ne sont pas de bonne qualité. Au lieu que ça fasse 120 jours, ça peut faire peut-être 30 jours ou 40 jours. Donc vous allez voir, ils sont anémiques, mais c'est une anémie qui est relative. Donc
il peut vivre avec un taux d'hémoglobine, comme chez les adultes, normalement, chez les hommes, le taux d'hémoglobine est peut-être de 14 grammes. Mais eux peuvent tolérer même 7 grammes, 5 grammes. Mais, au fait, c'est dû à quoi? On va voir dans les préventions et tout et tout. Donc, ce sont des enfants qui sont tout le temps, des personnes chez les adultes, qui sont tout le temps fatigués. Pourquoi? Parce que cette hémoglobine-là, qui n'est pas de bonne qualité, qui doit recevoir l'oxygène et sortir le CO2, n'est pas de bonne qualité. C'est pratiquement les signes qui... Et docteur, est-ce que cette maladie est curable? Il y a possibilité de guérir cette maladie ou la personne doit apprendre à vivre avec? Oui. Bon, la maladie, elle est curable parce qu'actuellement, on peut faire la greffe de la moelle. Parce que le problème se situe au niveau de la moelle osseuse que je suis en train de dire. Donc, on peut faire cette greffe-là, mais il y a des examens qui doivent se faire pour voir est-ce que la greffe de cette personne qu'on doit prendre là-bas, le greffon qu'on doit prendre chez la personne X va correspondre avec la personne dont on veut greffer ce drépanocytaire-là. Donc, ce sont des examens qui se font. Actuellement, on peut guérir cette maladie-là, mais on peut apprendre à vivre avec cette maladie. Notamment, il faut éviter, les personnes drépanocytaires doivent éviter de faire des examens, des exercices qui leur font perdre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'oxygène. Eux, d'abord, ils ont un problème d'oxygène. Et maintenant, s'ils sont en train de faire des exercices de sport qui leur font perdre beaucoup d'oxygène, vous voyez que ils ne sont pas bien partis. Ce sont des personnes qui doivent éviter d'être dans des endroits trop hauts en altitude, parce que quand on monte en altitude, on manque de l'oxygène. Voilà. Ce sont des personnes qui doivent éviter la déshydratation. Donc la déshydratation, c'est-à-dire vous faites des exercices qui vous font perdre beaucoup plus de liquide corporel. Par exemple, vous transpirez. Trop de transpiration. Il faut éviter ces genres d'exercices ou des mouvements qui vous font trop transpirer. Parce que quand vous transpirez, vous dégagez beaucoup, vous vous déshydratez. Or, nous avons besoin de liquide pour permettre que les globules rouges puissent bien se mouvoir dans les vaisseaux sanguins. Voilà. Donc, mais docteur, les personnes vivant avec la drépanocytose peuvent vivre au-delà, parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, les gens, les victimes ne peuvent pas vivre au-delà de 25 ans, vivre au-delà de 26 ans, mais selon vous, puisque vous êtes là, vous êtes docteur, pour essayer d'éclairer notre population, pour essayer aussi de fortifier de personnes vivant avec cette maladie. Non, au fait... c'est vivre au-delà de 25 ans. Bon, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ne vivent pas au-delà de 25 ans, mais il y a des autres qui vont au-delà de 25 ans. Donc là, ce qui se pose là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quelles sont les conditions? Oui, plus vous prenez de l'âge, vous voyez quand vous êtes tout petit, vous avez vos organes aussi sont petits. Donc le besoin en oxygène correspond à votre grandeur ou soit à votre poids corporel. Et quand vous prenez du poids, le besoin en oxygène aussi devient énorme. Donc là maintenant il y a la loi de l'offre et de la demande. Parce que nos cellules musculaires, tous nos organes que nous avons dans nos corps nécessitent de l'oxygène. Alors quand vous demandez plus et qu'on vous offre moins, c'est ainsi que les autres organes vont commencer à souffrir. C'est là qu'on s'est dit peut-être que non, ils ne vivent pas longtemps. Or, si vous respectez ce dont on vous dit, d'éviter, il y a des conditions dans lesquelles vous devez commencer à vivre, et ce que vous ne devez pas faire, ce que vous devez faire, c'est comme une femme enceinte. Vous voyez par exemple une drépa qui tombe enceinte. Franchement, c'est une grossesse à risque d'abord, parce que la mère doit commencer à transférer de l'oxygène au fœtus. Or, d'abord, elle a un problème d'oxygène parce que ces globules rouges qui doivent transporter l'oxygène dans les différents tissus de l'organisme posent problème. Et maintenant, quand elle tombe enceinte, comment est-ce que... Donc, la mère ne peut donner au fœtus que ce qu'elle a. Voilà. Vous voyez que ce sont des grossesses à risque. Donc, ce sont des grossesses qui doivent... être suivi, vraiment, il faut qu'il y ait un apanage là, il faut vraiment qu'il y ait un suivi pluridisciplinaire. Il faudrait qu'il y ait un hématologue, il faudrait qu'il y ait un gynécologue qui soit à ses côtés, même lors de l'accouchement, il faut qu'il y ait même un réanimateur.
Okay. Parce que parce que quand on accouche, on a du sang qui part et elle risque de faire un choc hypovolémique. Donc il faut plusieurs interventions. Il faut vraiment plusieurs interventions. Mais docteur, cette maladie est-elle héréditaire puisque la maman en souffre? Il y a probabilité de transmettre cette maladie? Effectivement, c'est une maladie qui est purement héréditaire. C'est vraiment une maladie héréditaire. Donc quand vous avez... C'est pourquoi moi je conseille souvent, quand je passe peut-être dans différentes formations, dans différents ateliers, je sensibilise plus. Pourquoi même dans les églises, bon, je me suis dit qu'il faut qu'on commence à passer dans les églises aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Oui. Quand nous connaissons notre statut, je sais que moi je suis AS, je dois chercher une personne. Et puis d'abord, une petite parenthèse, il faut faire une différence entre le groupe sanguin et la drépanocytose. Ah. Oui, c'est très important, il faut vraiment connaître cela. Parce que la drépanocytose, elle est dans le globule rouge, à l'intérieur du globule rouge. Tandis que le groupe sanguin est autour du globule rouge, vous voyez. Ce qui fait que même si vous êtes drépanocytaire, vous avez votre groupe sanguin. Donc on peut avoir le même groupe sanguin, on est peut-être AB ou bien AA, mais moi je peux être AA. Vous êtes compatible. Moi je peux être AB, vous êtes AB, mais vous êtes drépanocytaire. Vous avez ce gène drépanocytaire en vous, mais moi je ne l'ai pas. Mais il faudrait que vous avez peut-être une crise, vous faites une crise parce que dans les signes cliniques, très souvent les malades nous viennent avec des anémies. Moi je peux vous donner mon sang parce que nous avons le groupe sanguin. C'est pas dire que parce que moi je suis AB et vous êtes AB et que vous n'êtes pas drépanocytaire. Non, il faut faire cette vraiment différence. C'est une différence que la population doit savoir, qu'il y a une très grande différence entre le groupe sanguin et la drépanocytose. Parce que la drépanocytose, elle est à l'intérieur, elle est au niveau de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est à l'intérieur du globule rouge. Or, le groupe sanguin, il est autour du globule rouge, à la membrane du globule rouge. Voilà. Alors, je disais concernant la femme enceinte, comme vous avez dit, c'est une maladie qui est vraiment héréditaire. Donc, pour avoir un drépanocytaire, il faudrait que moi je sois AS et que ma femme soit AS, ou soit la femme est SS. Là, il y a probabilité d'avoir un enfant drépanocytaire. Parce que la drépanocytose, elle provient de l'union des deux parents qui ont cette tare-là, drépanocytaire, le tare S. Mais docteur, y a-t-il pas moyen de protéger l'enfant, par exemple, protéger seulement l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas courir ces risques-là? Non, ce n'est pas possible malheureusement. Pour protéger, c'est que vous devez faire entre deux mots, vous pouvez vous aimer. Non, on s'aime, vous savez que moi je suis AS et vous êtes AS et que on veut se marier, on veut faire une union. Donc, on doit choisir entre deux mots. On choisit le moindre. Soit on accepte de rompre cette relation, soit on accepte de subir toutes les conséquences qui viendront. Parce que franchement, quand il y a un enfant qui est drépanocytaire et qui tombe dans ces crises-là, franchement, c'est pas beau à voir. Hein, parce qu'il y a des fortes douleurs. Ces fortes douleurs, c'est-à-dire que... dans les douleurs. À quelle partie du corps il y a En tout cas, c'est partout. Partout, et on a les vaisseaux sanguins. Parce que, au fait, c'est quoi? Vous voyez, quand le globule rouge, l'hémoglobine n'est pas de bonne qualité, il ne sera plus dans le globule rouge. Il va même perturber toutes les propriétés du globule rouge. Cette malléabilité du globule rouge. Ce qui fait que le globule rouge, quand il arrive peut-être au niveau d'un capillaire qui est de petit calibre par rapport à lui, il ne sera pas malléable afin de pénétrer, d'entrer et de sortir. Et il va boucher là-bas. Quand il bouche, ce qui fait que de l'autre côté, il y aura une anaérobie. Donc, toutes les réactions qui vont se faire de l'autre côté seront privées d'oxygène. Et comme ils seront privés d'oxygène, c'est comme ça qu'il y aura des douleurs parce que le cycle ne va pas, le cycle ou bien le métabolisme va se faire en anaérobie avec beaucoup d'accumulation d'acide lactique. Et c'est cette accumulation d'acide lactique qui crée des fortes douleurs. Je vous dis, ce sont des douleurs
très 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 fortes, qui sont les femmes qui ont dû accoucher, ce sont des douleurs qui sont comparables même à l'accouchement, à la douleur de l'enfantement. Et vous vous imaginez, vous avez un tout petit garçon, un enfant qui a, je ne sais pas, 8 ans, qui connaît ces douleurs-là. Vous voyez un peu comment ça fait. Ça fait très 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 mal en tout cas. Donc, et vous allez voir, ils ont des douleurs au niveau de l'hypochondre gauche. Bon, l'hypochondre gauche, nous avons le cadran de notre ventre, notre abdomen est fait de 9 régions. Parmi les 9 régions, nous avons l'hypochondre gauche et c'est au niveau où il y a la rate. Vous allez voir que ça fait très mal parce que la rate va prendre du volume. Parce que la rate, on appelle la rate, c'est le cimetière des globules rouges. Donc, tous les globules rouges qui meurent, qui vont se reposer après 120 jours, ils vont mourir là-bas. Oui, ils vont mourir là-bas et puis il y a une partie qui sera recyclée, une autre partie qui va partir, qui va sortir de l'organisme. Et maintenant, vous voyez, comme un exemple, comme à Kasangiri, vous voyez, pendant la Covid, il y a eu beaucoup de gens qui décédaient là. Le cimetière était trop plein. Donc, au lieu, par exemple, d'enterrer 10 personnes par jour, on pouvait enterrer 20 personnes. Vous voyez un peu qu'il y avait, c'est ce qui fait que c'était plein là, c'était trop plein là avant même leur, ils se disent qu'ils peuvent couvrir, je ne sais pas, 50 ans là, mais vous allez voir actuellement que pendant la période de Covid, il y a eu beaucoup d'enterrements. Voilà, c'est comme ça avec la rate. Et maintenant, quand la rate, il y a trop de globules rouges qui meurent, la rate va prendre du volume et ça va faire très mal. Voilà. Mais docteur, est-ce qu'il y a de conditions alimentaires pour les personnes vivant avec la drépanocytose? Non, au fait, les conditions alimentaires, pas, mais l'hygiène de vie, oui. L'hygiène de vie, oui, parce que les drépanocytaires, ce sont des personnes qui doivent commencer à boire de l'eau à tout moment. À tout moment, bon, pour éviter cette déshydratation. Ils doivent commencer à boire beaucoup d'eau et à tout moment, pour éviter la survenue des différentes crises, hein, notamment ces douleurs que je vous ai dites là, les ictères, ces hémolyses-là qui vont se passer. Ils peuvent également prendre de l'alcool? Oui, bon, ils peuvent prendre de l'alcool, hein, mais... Si ça arrive de prendre de sanifril, là ce n'est pas bon, parce que d'abord, premièrement, ils sont malades. Ils sont malades, mais tout excès nuit. Ils peuvent prendre de l'alcool, mais tout excès nuit. Et ces personnes sont obligées de prendre des médicaments tout au long de leur vie. Effectivement, il y a chaque jour, ils sont obligés. Oui, il y a des médicaments que les drépanocytaires doivent prendre tous les jours de leur vie. Quand vous êtes diagnostiqué drépanocytaire, donc vous devez commencer à prendre vos médicaments tous les jours. Parce que des médicaments qui vont permettre de régénérer vos globules rouges, d'éviter que vos globules rouges meurent le plus tôt que possible. Nous avons notamment l'acide folique qu'ils doivent prendre tous les jours. Nous avons notamment l'hydréa qu'ils peuvent prendre aussi. L'hydréa, ça se donne 2 ou 3 fois par semaine en fonction du poids, hein, par kilogramme de poids. Voilà. Mais ce sont des médicaments comme l'acide folique, ils doivent prendre l'acide folique tous les jours de leur vie. Mais est-ce qu'ils peuvent prendre aussi des vitamines? Oui, en fait, les vitamines, les vitamines en soi, les vitamines ne permettent pas d'apprendre du poids. Les vitamines, ce sont des facteurs favorisants qui vont vous pousser à prendre du poids. Voilà. Quand vous prenez des vitamines, c'est peut-être pour stimuler votre appétit. Voilà, pour stimuler le métabolisme au niveau de votre appétit afin de manger beaucoup et de prendre du poids. C'est ça. Docteur, alors pouvez-vous synthétiser ce que nos téléspectateurs peuvent retenir par rapport à cette maladie qui est la drépanocytose? Vous venez de nous prendre en diffusion en cours. Vous êtes en train de suivre l'émission Dites-nous qui passe tout le samedi à 8h juste. Nous terminons plus ou moins à 8h30. Aujourd'hui, nous vous parlons de la drépanocytose. Docteur Yves, avec nous sur ce plateau, a essayé de nous donner la définition, de nous dire comment vivre avec cette maladie, comment éviter cette maladie. Et donc là, docteur, il y a de ces personnes qui viennent à peine de nous prendre en diffusion en cours. Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent retenir? Oui, au fait, la drépanocytose, communément appelée maladie SS, c'est une maladie génétique ou héréditaire de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est un pigment que l'on a dans nos globules rouges. Voilà. Alors, cette maladie, elle est due à une permutation au niveau de nos acides aminés
l'acide glutamique qui est remplacé par la valine. Et quand il y a cette permutation, ça va modifier même la constitution ou les propriétés du globule rouge. Alors, les globules rouges qui font partie de nos cellules sanguines, parce que dans nos cellules sanguines, nous avons les globules rouges, nous avons les globules blancs et nous avons les plaquettes. Alors, au niveau du globule rouge, comme on a un problème au niveau de l'hémoglobine, ça va détruire les propriétés des globules rouges, notamment la malléabilité. La malléabilité, c'est-à-dire dans nos vaisseaux sanguins, tous nos vaisseaux sanguins n'ont pas le même diamètre. Alors, pour que l'hémoglobine, qui permet le transport de l'oxygène que nous inhalons et le CO2 que nous dégageons, c'est cette hémoglobine-là qui nous permet de faire ce mouvement-là. Alors, si l'hémoglobine est de mauvaise qualité, parce qu'il y a cette modification au niveau des acides aminés, donc ça ne va pas jouer le rôle de transport de l'oxygène et de dégagement de CO2. Voilà. Alors, ce qui fait que ça va créer beaucoup de répercussions sur tout notre ensemble du corps, au niveau du cerveau, au niveau des différents organes, parce que quand un drépanocytaire peut faire même un AVC, parce que quand par exemple il y a ces crises qu'on appelle les crises vaso-occlusives surviennent au niveau du cerveau, ça va créer ce qu'on appelle des AVC, accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Alors, parce que le globule rouge, alors vous allez voir, ce sont des personnes, comme l'hémoglobine n'est pas de bonne qualité, les globules rouges seront détruits plus tôt qu'avant, plutôt que dans la normale, parce que normalement un globule rouge est détruit après 120 jours. Et maintenant, quand il est détruit avant 120 jours, donc c'est une destruction qui n'est pas normale. C'est ce qui fait que vous allez voir les drépanocytaires, la clinique des drépanocytaires, ce sont des personnes qui ne grandissent pas correctement, ce sont des personnes qui ont des yeux qui sont tout le temps jaunes, ils perdent le sang, ils ont ce qu'on appelle l'anémie, donc ils perdent du sang à tout moment. Cette perte du sang n'est pas due parce qu'ils se sont blessés ou non, c'est parce qu'il y a cette destruction des globules rouges. Voilà. Alors, ce sont des personnes qui doivent avoir une hygiène de vie correcte. Il faut qu'ils évitent de faire des exercices qui vont leur demander beaucoup plus d'oxygène. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'abord d'oxygène correctement, ils ne reçoivent pas l'oxygène correctement parce qu'il y a ce problème au niveau de l'hémoglobine. Et maintenant, il faudrait qu'ils évitent des mouvements ou des exercices, les sports qui leur font perdre trop d'oxygène. Ils doivent boire beaucoup d'eau. Ils doivent éviter des endroits trop cloîtrés là, parce que des endroits, même quand ils sont chez eux à la maison, ils doivent avoir les fenêtres qui sont ouvertes parce qu'ils ont besoin de l'oxygène. Vous voyez, si vous êtes tout le temps dans des milieux qui sont trop cloîtrés là, il n'y a pas d'oxygène et vous voyez que vous êtes en train de vous enfoncer. Les drépanocytaires, avant de se marier, ils doivent vraiment faire ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est très important, c'est l'examen clé. On peut faire le test des MEL ou soit l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est parmi les examens clés, les examens qu'on appelle les examens prénuptiaux, pour éviter que vous puissiez avoir des enfants drépanocytaires, parce qu'avoir un enfant drépanocytaire dans la maison, franchement, ce n'est pas beau à voir. Même dans les églises, je suis en train de dire dans les églises, en tout cas, tous les pasteurs qui nous suivent, tous qui sont dans les comités des diacres chargés de fiançailles et tout, avant de célébrer un mariage, demandez au fiancé, au fiancé ou à la fiancée d'aller se faire examiner, d'aller faire le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine pour éviter qu'il y ait recrudescence des drépanocytaires, parce que ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Cher pasteur, vous devriez sensibiliser les jeunes comme docteur il vient de le dire tout à l'heure, parce que dans les églises, il y a certainement de jeunes, lorsqu'ils tombent amoureux, ils se disent mais non, Dieu va faire le reste, Dieu va faire un miracle, nous pouvons toutefois nous marier ainsi, tout dépend des dieux. Mais pourtant, le même Dieu, si la science existe, c'est grâce à Dieu. Si nous devrions prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Dites-nous, docteur, vous avez un mot de la fin donné? Oui, au fait, le mot de la fin, on ne le manque jamais. C'est une question de sensibilisation. En tout cas, avant de vous marier, avant de vous engager dans une relation sérieuse, en tout cas,
faites-vous examiner, faites-vous dépister. Les tests prénuptiaux sont très, très, très importants. Très important. Allez dans les laboratoires où on va faire l'électrophorèse de l'hémoglobine qui va vous éviter de tomber dans cette maladie. Voilà. Merci infiniment aux 4 êtres vivants qui nous ont permis d'être là. Je dis merci aussi à l'apôtre, à notre apôtre Jimmy Faya, lui qui ne cesse de nous bénir, lui qui ne cesse également de nous prodiguer des conseils sur la santé, comme vient de le dire le docteur. Il sensibilise également les jeunes à se connaître mieux, à aller se faire dépister avant d'entrer dans une relation très sérieuse. Merci à vous, à toi ingénieur, merci vraiment de nous avoir cadrés. J'ai dit merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui est en train de nous suivre. Nous vous donnons le programme pour le samedi prochain à partir de 8h juste avec un nouveau numéro. Vous allez le découvrir si seulement si vous nous restez fidèles. Au revoir.